qu'il n'y a plus personne, c'est bon? Super, on a tout vendu. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste de Valère, je suis président fondateur de Steeple. Et donc, pourquoi ce thème de l'engagement collaborateur? Parce que c'est vrai qu'en tant que dirigeant fondateur, l'engagement des collaborateurs, c'est, en tout cas, en tant que dirigeant, c'est presque un sujet où on se réveille tous les matins en se disant « Ok, comment on fait pour ne pas être tout seul à avancer et qu'il y ait du monde à avancer avec nous ?» C'est peut-être un sujet l'un des plus importants et pourtant je pense qu'en tant que dirigeant, c'est l'un des sujets que j'ai le plus raté ces 10 dernières années. Parce que, bon, il faut imaginer que Steeple, ça date, les premiers salariés datent de 2018. Et quand vous êtes une entreprise de 2-3, vous ne vous posez pas la question quand vous rejoignez une aventure comme celle-ci, est-ce que vous êtes engagé ou pas, vous le savez. Vous rejoignez un projet, vous rejoignez une start-up. D'ailleurs, à l'époque, chacun devait arriver avec son ordinateur, sa voiture, enfin, tout était vraiment clair dans le contrat. Et en fait, ça grandit comme ça jusqu'en 2018-2019, on arrive à une quinzaine de collaborateurs, et là, 2020 arrive. Et 2020, il y a un premier élément, c'est le Covid. Et là, avec le Covid, chacun est renvoyé chez lui, et tous ces petits trucs qu'on se disait tous les jours pour se motiver les uns les autres, pour s'aider, pour s'aligner les uns les autres, voilà, ça disparaît ou c'est beaucoup plus compliqué. Et puis en même temps, il y a un autre élément, c'est que pendant le Covid, plus que jamais les entreprises ont besoin de communiquer, donc l'entreprise grandit, et même on anticipe cette croissance, et on passe de 10, 15 à 20, 30, 40, 50, 60, 70 collaborateurs entre 2020 et 2021. Et en fait, cette croissance, accompagnée du fait qu'on soit un peu à distance, eh bien, fait que les collaborateurs qui nous rejoignent, on n'a pas autant de capacité à les intégrer, à leur partager la culture de l'entreprise. Et donc, cet engagement qu'on avait au début, il commence à se détériorer. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, et puis il y a des choses qui tuent encore plus l'engagement, c'est-à-dire que pour accompagner ces managers, qu'est-ce qu'il faut? Pour accompagner ces collaborateurs, il faut des managers, et là, de la même manière, sans trop savoir, sans trop accompagner, on va nommer des managers, et là, ça devient vraiment un carnage absolu. Mais seulement, encore une fois, on ne le voit pas, parce que le désengagement, moi je ne savais pas. C'est vraiment l'année dernière, où finalement, la croissance, on est habitué à 40-50% de croissance par an, mais là, ça réduit, et ça réduit aussi à des niveaux importants, puisque les dépenses continuent d'augmenter, mais la croissance n'est pas forcément là. Et donc, peu de choses près, si on n'avait pas un produit très fort, si on n'avait pas des clients fidèles, comme j'en ai rencontré beaucoup, eh bien, je ne serais peut-être pas là pour vous parler aujourd'hui. Enfin, je pourrais être là, mais Steeple, pas là. Moi, j'aurais pu être là encore. Et donc, je me suis dit, en fait, ce sujet de l'engagement, que je n'avais pas vu se détériorer, qui est un sujet, on en parlera sur la table ronde, de culture, d'alignement, de management, d'accompagnement, de communication, et je me suis dit, tiens, si jamais j'étais un dirigeant il y a quelques années, j'aurais aimé participer à une thématique, à une conférence, à une table ronde sur ce thème. Et donc, je vous remercie d'être venu parce que c'est un sujet très intéressant. Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette introduction. Du coup, je me présente, je suis Anne, je suis la responsable marketing et communication chez Steeple. Mais comme je ne vais pas parler toute seule ce soir, je vous propose qu'on accueille sous vos applaudissements nos 4 intervenants du coup de ce soir. Oui, je ne t'oublie pas Jean-Baptiste. Je reviens. Tu reviens. Et on vous propose d'accueillir Célika, Sylvain, Marie et Jean-Baptiste. Installez-vous. Et ce que je vous propose, pour donner un petit peu d'éléments de contexte à tout le monde, c'est que vous puissiez chacun vous présenter tout simplement qui vous êtes et votre entreprise. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Célika Tellier et je suis un des fondateurs de Choose My Company. En Choose My Company, nous sommes une entreprise à mission et notre vocation, notre raison d'être est d'améliorer la relation au travail pour tous. Et quand on parle de tous, on parle de salariés, de stagiaires et alternants, de candidats recrutés ou non, de clients, et ensuite on a une autre activité qui s'adresse aux étudiants et leurs établissements d'enseignement supérieur. Au cœur de Choose My Company, il y a une grande plateforme SaaS qui recueille les avis de ces parties prenantes de la relation au travail.
avec lequel on fait deux choses. C'est d'une part, on analyse pour s'améliorer, et d'autre part, on délivre des labels, on fait des classements. Donc si vous achetez des échos le 22 novembre prochain, vous allez découvrir les classements Happy Trainees. Ce sont les meilleures entreprises où faire un stage en alternance selon les étudiants. Voilà. Bonsoir à tous, alors moi je m'appelle Marie Playust et donc je m'occupe de la communication interne et de la marque employeur chez Tape à l'œil, qui est une entreprise de textile pour enfants, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et l'engagement collaborateur, c'est un sujet qu'on travaille, moi ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'entreprise, et on travaille beaucoup dessus depuis plus de 15 ans, parce qu'en fait on a le siège, on est 200 personnes, et puis après il y a 800 autres collaborateurs qui sont répartis en France, en Belgique, au Luxembourg, et puis d'autres pays aussi à l'international, avec la particularité que ce soit avec des partenaires affiliés. Néanmoins, on cherche à les engager de la même manière, parce que pour le client, c'est transparent qu'il aille dans un magasin Tape à l'œil affilié ou pas. Donc il doit avoir le même accueil, et donc on doit transmettre la même chose, véhiculer les mêmes choses, bien qu'on ne soit pas l'employeur. Donc il y a cette petite subtilité aussi dans la manière dont on doit travailler l'engagement. Et puis les bureaux d'achat à Dakar, à Shanghai, et avec des expatriés, avec la culture locale, puisqu'il y a aussi des locaux. Voilà, donc toute cette diversité, on va dire, de collaborateurs engagés. Bonsoir, Sylvain Bell, industriel depuis plus de 20 ans et repreneur d'entreprise. Là, depuis un mois, je suis en train de reprendre une entreprise qui s'appelle ICTDP sur le secteur de Douai, qui fait de l'usinage de matériaux composites et des matelas isolants thermiques. Typiquement, quand on reprend une entreprise, l'engagement, je peux dire que c'est le premier truc qu'on va regarder, mais voilà, sans les collaborateurs, alors super, j'aurai une super usine, j'aurai plein de trucs, mais elle sera vide. Donc c'est un des premiers trucs que j'ai regardé. C'est vraiment, en plus, entreprise que j'avais dirigée dans le passé, donc je connaissais un petit peu. Mais voilà, l'engagement, c'est un vrai sujet pour moi en ce moment. C'est ce qui va me permettre de réussir le projet. Et en plus, petite structure, une cinquantaine de personnes. Ce qui fait que là aussi, je rejoins un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, quand 50 collaborateurs, on les connaît. Auparavant, je dirigeais une boîte de quasiment 200 personnes. On ne peut pas connaître à 200 personnes. Par contre, à 50, c'est dire bonjour à tout le monde, c'est aller voir tout le temps, tout le monde, et c'est hyper important. Je finis juste pour donner un peu de contexte sur mes prises de parole. Donc Steeple aujourd'hui, c'est plus de 100 collaborateurs, 90% au siège à Rennes, et puis après on va retrouver un peu sur toute la France, ici à Lille avec Nicolas, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne. Parfait. Alors on a commencé à l'aborder un petit peu, hein, cet impact, cet enjeu autour de l'engagement. Et maintenant, on peut aussi se poser la question, avant même de rentrer plus dans le détail de qu'est-ce qu'on met en œuvre, qu'est-ce que c'est réellement l'engagement aujourd'hui? C'est un mot qu'on emploie de plus en plus, qu'on voit ressurgir, mais c'est quoi pour vous concrètement l'engagement, par exemple, chez Choose My Company? Je vais lancer le débat. Alors, l'engagement, c'est au cœur de la relation au travail, et nous, on le mesure en termes de la motivation des collaborateurs. La motivation, c'est quelque chose de très simple. C'est le désir de faire quelque chose multiplié par l'énergie que chacun est prêt à y mettre. Et en 2024, c'est d'autant plus pertinent parce que la motivation, il peut bouger dans le temps et l'espace. Ce qui motive, je peux être motivée comme ça aujourd'hui, ensuite le lendemain pas très motivée, et j'ai un nouveau projet, je rencontre une personne, j'ai un nouveau client, j'ai une réussite, j'apprends quelque chose, et ma motivation va ressauter le jour d'après. Et c'est unique à chaque personne. Ce qui motive, pour prendre une entreprise lilloise chez Decathlon n'est pas la même chose qui va motiver des gens chez Orange. Donc c'est un sujet qui est absolument fascinant et qui est au cœur du fonctionnement de toutes les organisations aujourd'hui. Je suis très en phase avec ce que tu viens de dire. Ce que je rajouterais, nous on le voit aussi à l'envie en fait, des collaborateurs de contribuer. C'est en ça qu'on le mesure aussi. Donc ça peut être par le biais de leur métier pur, par le biais de leur engagement dans des projets transverses qui n'ont rien à voir avec leur métier et qu'on propose beaucoup justement pour engager. Et en fait, je mesure aussi l'engagement des collaborateurs avec ce que moi j'appelle les corporate hackers.
Voilà, c'est toutes ces personnes dans l'entreprise qui vont venir titiller, parfois pointer du doigt ce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, etc. Mais ils le font dans une philosophie hyper positive et constructive, d'avoir envie de contribuer et d'améliorer les choses en fait. Voilà, et donc c'est ça que moi j'appelle les corporate hackers, et au plus finalement on en a dans l'entreprise, au plus on se dit qu'on a des collaborateurs engagés en fait. Voilà, et on compte aussi beaucoup sur eux. Du coup, pour complémenter, parce que c'est bien, c'est qu'on est vraiment les uns à la suite des autres. Donc quand je suis arrivé il y a un mois, en fait j'ai quasiment fait passer un entretien, alors pas d'embauche parce que les salariés étaient là, à tout le monde. Donc j'ai passé entre 1 à 2 heures avec chaque collaborateur. Certains que je connaissais, parce que je connaissais il y a 5 ans auparavant, donc que je redécouvre, parce que là aussi quand on se dit « Ah bah lui il y a 5 ans il était bon, il était super engagé ». 5 ans après c'est plus la même personne. Donc de redécouvrir les gens, déjà de leur donner de l'importance. Et l'engagement, c'est vraiment de voir quelle va être la réussite du projet. Donc c'est de leur revendre le projet. Déjà, quand il y a un DG qui arrive sur un site, on se dit « Ouh, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc déjà, inquiétude. Et bien d'aller les voir, de passer du temps, ça permet justement de mesurer cet engagement et de dire « Ok, ben, je te raconte l'histoire, tu viens ou tu viens pas ?» Et ça, c'est vraiment, moi, le premier truc que j'ai fait. Et c'est hyper important, parce qu'on voit tout de suite ceux qui vont être, c'est même pas les alliés, c'est les ambassadeurs du projet. Donc ils vont raconter l'histoire à ma place. Et globalement, en plus, seront beaucoup plus crédibles par rapport aux autres personnes. Si c'est moi, ouais, normal, TDG, heureusement que tu crois au projet. Si c'est les autres collaborateurs qui parlent eux-mêmes du projet, bah allez-y, faites-le, vous n'avez même plus besoin de moi, quoi. Tellement important. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire un truc assez intéressant, c'est tu viens ou tu viens pas. Et en fait, moi je pense avoir beaucoup raté aussi sur l'engagement parce que je mettais trop de pression sur l'entreprise. Et alors certes, l'entreprise doit créer un cadre favorable, ou en tout cas éviter le cadre défavorable à désengager les collaborateurs, mais à la fin, c'est tu viens ou tu viens pas, c'est ta décision. Et c'est quelque chose d'assez individuel. Et donc, finalement, nous, comment on l'a traduit? On l'a traduit sur un petit test que je demande de faire à chacun des collaborateurs de Steeple. Vous allez voir, c'est un test très évolué. Ça s'appelle le test du dimanche soir. C'est tout con. Mais quand le dimanche, vous allez vous coucher avec aucune envie d'aller au boulot le lendemain, alors ça peut arriver, on est tous humains, on peut avoir une perte de motivation effectivement sur un moment T. Par contre, si c'est répété dans le temps, bah, dans l'idée avec ce test du dimanche soir, c'est de donner des clés aux collaborateurs, de se dire « Ok, c'est mon sujet l'engagement ». Et donc, de leur dire « Ok, c'est pas grave, c'est pas grave ». Par contre, ce qui est grave, c'est de pas en parler. Et ça, donc on les invite à se tourner vers les managers. Si jamais le problème est le manager, bah, se tourner vers les RH. Si jamais ça peut être le CSE aussi, en tout cas leur donner un axe pour comprendre leur désengagement. Je vais juste me permettre de compléter quand je dis, parce que ça peut être très mal interprété comme propos. Tu viens dans le bateau ou tu viens pas? Moi c'est clair. Le bateau, non, c'est pas pour autant que la personne va sortir de l'entreprise. Et c'est pour ça que ça peut être mal interprété. Et typiquement, tu disais tout à l'heure, ah bah, lui il est bon, donc demain il deviendra manager. Comment quelqu'un qui est très bon peut être désengagé demain parce qu'on lui donne une surcharge, on lui donne quelque chose qu'il n'a pas le besoin, qu'il n'a pas envie. Et donc quelqu'un qui est super engagé, qui va être à fond dans ce sujet, si on le décale dans sa mission, on le perd. Et ça, je trouve que on a tous fait cette erreur de dire ah bah quelqu'un est bon techniquement, oh bah toi t'es bon, tu maîtrises, ouais bah vas-y, manage ton équipe. Non. J'avais assisté à une conf sur Lyon là-dessus, d'une personne d'origine québécoise, qui expliquait vous voulez perdre vos collaborateurs, continuez comme ça. C'est un truc de fou. Et l'engagement, quelqu'un qui est super engagé, si on voit qu'il est engagé dans son poste et qu'il est épanoui, mais s'il n'a pas envie de changer, pourquoi le changer? Et c'est pas parce qu'il est bon là qu'il sera encore meilleur dans un autre poste. Au contraire, on peut le perdre comme ça. Et ça, moi, c'est un truc que je retiens, c'est voilà, de dire, il est engagé, et ben laissons-le engagé où il est, laissons-le moteur, laissons-le promoteur dans l'entreprise, et c'est là où il va s'épanouir. Et le jour où il nous demande, bah là j'ai envie de changer, ok, là on l'écoute, mais on ne le pousse pas non plus qu'il ne veut aller.
Vas-y. Alors, je voudrais rebondir sur deux choses que Sylvain nous a dit. Le premier, en fait, c'est une notion qui est très simple. C'est j'ai envie ou j'ai pas envie. Il s'agit de ça. C'est aussi simple que ça. Et on est dans une zone d'émotion pure. Et comme c'est l'émotion qui remonte plus vite que la pensée rationnelle, c'est ça qui nourrit le récit, le narratif que les collaborateurs, ils se racontent à la fois en dehors de la boîte et aussi entre eux. Donc l'engagement des collaborateurs, en fait, il nourrit à la fois la fidélisation des collaborateurs qui sont à l'intérieur et l'attractivité que vous avez pour recruter à l'extérieur. Parce que en 2024, ça commençait déjà à être le cas il y a plus d'une dizaine d'années quand on a fondé Choose My Company. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur est complètement tombée. Et donc, comment ça se passe? C'est ça que les collaborateurs, ils veulent savoir. Les candidats, ils veulent le savoir. Et c'est ce que racontent les collaborateurs. C'est comment dans ta boîte? Et ben, c'est ça la réponse. J'ai envie ou j'ai pas envie. Et alors effectivement, on commence à rentrer et à percevoir un peu ces leviers concrets qui nous permettent de créer, ou au moins de ne pas supprimer l'engagement qui peut être présent chez les collaborateurs. Et justement, je me pose la question, comment chez ICTDP, je ne savais pas dans le bon ordre, comment vous avez travaillé le sujet de la culture quand on reprend une entreprise comme ça, comment on la fait sienne, comment on la travaille et éventuellement toutes les valeurs qui vont autour. Alors, un des premiers axes que j'ai mis en place, c'est la responsabilisation. Parce qu'en plus, c'était une boîte qui était en gros un peu laissée, vendue d'un grand groupe, etc. Donc pas simple. Et je me rendais compte que les gens étaient hyper moteurs, mais n'osaient pas prendre de responsabilité. Parce que qui va assumer? Mais ne demandaient que ça. Donc je leur dis, ok, c'est simple. Carte blanche. Et je suis sympa, j'assume vos conneries. Donc, allez-y. Vous faites du mieux que vous pouvez, et si vous aviez les clés, vous auriez fait quoi? Et vous y allez. Et si vous vous plantez, c'est pas grave, c'est moi qui assume. Ah mais c'est là, attends, t'imagines, et si? Vas-y. Si tu es persuadé au fond de toi que c'est la meilleure des décisions que tu peux prendre, prends-la. C'est toi tu maîtrises ton sujet, t'es là, t'es engagé, t'as envie d'avancer. Vas-y. Si tu plantes, non, c'est pas toi qui te plantes, c'est nous qui nous plantons. Ça, c'était mon premier axe. Et de dire, ok, on y va. Mais quelqu'un qui est engagé me dit, vas-y, t'avances. Et en plus, si tu plantes, tu ne devras pas assumer les conséquences, parce que moi je trouve, prendre une décision, c'est hyper simple. On prend tous des décisions tous les jours. Il n'y a rien de plus simple. Assumer les conséquences, c'est un peu autre chose. Je leur dis, ça tombe bien, c'est mon job. Donc vas-y. Ok. C'est impressionnant. Et du coup, comment ça a été accueilli par vos collaborateurs? C'est impressionnant. Ils me disent, mais pourquoi? Je dis, mais parce que j'ai envie de vous emmener, j'ai envie de vous responsabiliser. Ça fait pendant des années où, en gros, on vous a dit, surtout, touche pas à sa petite compte, parce qu'au moins, ça ne changera pas. Moi, j'ai envie de changer. La boîte, là, moi, mon projet, c'est de doubler ou tripler de taille entre 3 et 5 ans. Dans un secteur qui a, 3% de croissance. L'industrie, globalement, les 15% ou les 20% de croissance, ça n'existe pas trop. Ok, on y va. Et ils demandent que ça. Parfait. Effectivement, donc ça, c'est quelque chose que vous avez inspiré en arrivant. Et je pense je te regarde, Marie, vous qui êtes là dans l'entreprise depuis 15 ans, comment la culture a été travaillée chez Tapaleuil? En fait, la culture, on l'a pas travaillée, elle se décrète pas en fait. Si on regarde bien dans chaque entreprise, il suffit juste de regarder dans son entreprise c'est quoi son histoire et aller regarder c'est quoi ses valeurs, c'est quoi son ADN. Et il n'y a rien à inventer, en tout cas. Moi, c'est ma conviction. Et c'est ce qu'on a travaillé quand on a... Souvent, les entreprises travaillent sur des visions partagées, etc. Nous, on l'a fait en vision partagée, effectivement. On a travaillé avec... À l'époque, on était 700 collaborateurs et pas 1000. Et donc, les 700 collaborateurs ont été impliqués pour travailler sur cette vision d'entreprise, pour redéfinir finalement notre personnalité. On la décrirait comment, nos valeurs sont lesquelles. Voilà, pour éviter le côté un comité de direction qui choisit des valeurs et qui finalement est plutôt sur on veut devenir ça.
Et ben, on est parti du coup des 700 collaborateurs qui se sont exprimés sur qui on est et quelles sont nos valeurs, et si on devait se raconter, on se raconterait comment. Et donc à un moment donné, quand on arrive à cette vision et quand on arrive à une personnalité qu'on affiche et qu'on arrive à des valeurs qu'on affiche, effectivement, j'ai la sensation dans l'entreprise qu'on les vit réellement, mais en même temps, on ne les a pas inventées, on n'a pas cherché à les imposer, c'est juste qui on était. Alors après, évidemment, on recrute aussi de cette manière-là, on les cultive, c'est-à-dire que si on met dans nos valeurs, on a responsabilité, ça veut dire qu'effectivement, quand arrivent les questions autour de la flexibilité du travail, du télétravail, on ne va pas dire non, on n'y va pas, parce qu'on considère qu'on a des collaborateurs qui sont responsables. Si on dit que dans nos valeurs, on a l'audace, évidemment, quand on discute autour de personnes qui ont envie de mobilité, de changer de métier, de tester, d'aller se former pour faire un peu autre chose, ben, l'entreprise, elle doit être audacieuse aussi en disant « Ok, je vais miser là-dessus » et sur l'envie du collaborateur, et c'est ça qui fait l'engagement aussi. Voilà, c'est de vivre finalement après ces valeurs. Mais en tout cas, c'était vraiment un travail bottom-up en fait. Voilà, on n'invente pas une culture d'entreprise. Tu voulais répondre? Oui, sur ce que vous venez de dire tous les deux. Il y a un élément qui est très important, qui est l'alignement entre le côté très aspirationnel de tout ce qui est valeur, etc., et ensuite la réalité de la culture de l'entreprise. Parce que la culture, en fait, c'est pas le truc que la direction a imaginé, c'est pas forcément non plus ce que disent purement des collaborateurs sur ce qu'ils aimeraient être. La culture, ce sont des comportements observables qui guident l'exécution pour arriver aux objectifs. Donc, s'ils disent « je veux de la responsabilité » et ensuite ils ne le prennent pas, en fait, il y a une contradiction, il y a un alignement à créer. Et il y a aussi des étapes. Chez Choose My Company, aujourd'hui, on est 70 collaborateurs repartis entre Paris et Barcelone. Et personnellement, en tant que fondateur, j'étais vraiment frappée au seed stage, c'est ce que tu racontais tout au début. Quand on est tout petit, tout le monde est dans le trip. Tout le monde est complètement dans le trip. On se lève tous les matins, on invente de nouvelles choses. Chaque client, c'est une nouvelle aventure, etc. Ensuite, on arrive à 20, 25 collaborateurs. Et on commence à voir qu'il faut poser les bases. Il faut formaliser un certain nombre de choses pour être sûr que c'est partagé. Et ensuite, quand on doit vraiment scaler, c'est là où est le vrai challenge pour être sûr que tout est compris, que tout est partagé et que ça corresponde à la réalité de la manière dont les équipes effectuent leur travail. Et ils ne se retrouvent pas en contradiction, justement, et donc en difficulté pour faire ce qu'on essaie de tous faire ensemble. La première fois qu'on avait fait ça, et j'ai écouté les mots de mes collaborateurs par rapport à là où ce qu'on avait posé sur la feuille en 2013, c'est une grosse claque de voir le décalage de perception, mais ça montre l'importance justement de tout aligner, que chacune des parties prenantes s'exprime pour trouver le juste équilibre qui permet justement de faire. Ouais. Justement, alors vous parliez de cet alignement, il y a l'alignement à avoir au sein de toute l'entreprise, tu as parlé même aussi du recrutement. Comment chez Steeple on fait rayonner aussi cette culture et comment on l'aligne avec aussi les recruteurs? Mais effectivement, nous, c'est ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'on avait formalisé cette culture, parce que la culture, quand on démarre, elle est extraordinaire et elle est très précieuse. Il faut réussir à faire grandir l'entreprise en gardant ça. Et nous, on avait essayé de la matérialiser dans un livre, et finalement, au bout de quelques temps, l'entreprise a grandi, et ce livre, c'était le livre, le Culture Book du patron, un peu, c'était un livret d'accueil un peu amélioré, mais tout ce qui était marqué dedans ne résonnait pas forcément pour des collaborateurs qui étaient chez Steeple, si bien même que l'année dernière, on m'a dit, tiens, vu que la culture elle a tellement changé, il faudrait qu'on change le Culture Book. Et là, je me suis dit, waouh! Je me suis dit, waouh! C'est fou ce qui s'est passé. C'est fou ce qui s'est passé parce qu'effectivement, on dit il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour, il n'y a pas de culture, il y a des preuves de culture. Et c'est la question qu'il faut répondre, c'est comment on travaille dans cette entreprise. C'est ça la culture. Comment on travaille? Vous savez, des fois on entend cette phrase, ah non, on ne fait pas comme ça ici. Ah voilà, ça, c'est la culture. Et si vous n'avez pas ces phrases-là, ça veut dire que votre culture, elle doit être clivante pour exister. Il y a des gens qui doivent se dire, non, moi j'ai pas envie de venir travailler là. Sylvain, c'est l'exemple parfait.
tu as des gens, ils vont te dire, bon, bah, moi, la responsabilité, je voulais pas ça, je veux un truc peinard, on me dit quoi faire, j'ai pas besoin de réfléchir. Ok, bah, c'est pas pour nous. Mais le problème, c'est que toi, tu sais ça. Et ben moi, je savais. Mais la question, c'est, demain, c'est ceux qui font rentrer dans l'entreprise qui doivent savoir aussi. Et c'est comment on traduit ça, non seulement avec des valeurs, avec des mots. Et nous, on a été plus loin pour essayer d'aller là-dessus, c'est avec des questions qu'on peut poser en entretien. C'est tout con, hein. Mais comment on décèle la responsabilité dans un collaborateur qui passe un entretien? Ah, ça se voit. Ça se voit dans l'échange, si on oriente les questions, si on lui demande des exemples, si on lit un petit peu son CV, si on discute. Mais il faut savoir quoi chercher. Nous, on a eu la problématique, par exemple, on est une entreprise, on change tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Un matin, il y a un truc qui ne marche pas, on change le lendemain. Alors l'accompagnement du changement, bon, très peu pour moi, mais je m'améliore. Mais bon, j'arrive pas à m'améliorer assez vite parce que j'ai besoin que ça change vite. Et en fait, il y avait quelque chose qu'on a arrêté de recruter, c'est de l'agilité chez le collaborateur. Et il y a des collaborateurs qui sont rentrés pour se dire, je rentre dans une start-up qui a l'air sympa, je veux être tranquille, mais ça explose. Et comment on peut faire en sorte qu'un collaborateur soit engagé si jamais il n'a pas envie de changer tous les matins? Mais ça ne peut pas. Donc, comme vous dites, c'est vraiment l'adéquation à la culture et comment ça se matérialise jusqu'au recrutement. Tu me fais sourire avec ton témoignage. Je déteste les entretiens d'embauche. À passer, hein. C'est pour ça que je veux plus, c'est pour ça que je suis dirigeant, parce que je veux plus en passer de ma vie. C'est une solution. Parce que je supporte plus ça. Les entretiens tellement classiques, et il y a 2 personnes dans la salle en plus qui peuvent en témoigner, parce que je leur ai fait passer un entretien d'embauche. Je trouve ça tellement, c'est plus dans l'air du temps, l'entretien hyper classique avec les questions bateau, et désolé s'il y a des DRH dans la salle, mais je peux plus ça, c'est fini. À un moment, on recherche une personnalité. Le CV, je le lis même plus. Je regarde juste, ok, tu as les 3-4 compétences qui me vont, ok, fini. Et après, on passe un entretien. Et l'entretien, alors je vais me présenter. Non, tu ne peux pas te présenter. Déjà, je vais te vendre le projet. Est-ce que le projet t'intéresse? C'est déjà le premier truc. Et deuxièmement, ok, ben maintenant on va parler de tout, sauf de technique. T'es qui? T'aimes quoi? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes intérêts? C'est quoi? Ok. Oui, mais là je suis bon, hein, je suis DAF, moi je sais faire. Je m'en fous, mais t'es DAF, donc tu connais le job. Et de toute façon, moi je suis pas DAF, donc c'est pas moi qui vais te juger. Déjà. Non mais là aussi, je suis qui pour juger un DAF qui a 15 ans d'expérience? Ok, j'ai lu un bilan, ok, super. Je suis nul en technique comptable. C'est pas mon job. Par contre, est-ce que la personne va rentrer dans l'ADN de l'entreprise, va rentrer dans le projet? Et si la personne n'est pas compétente, je m'en fous, j'irai la former ailleurs, c'est pas grave. On prendra une formation. Est-ce que la personne a envie, le lendemain, de kiffer ce qu'elle va faire? Si quand on recrute quelqu'un, on a ça, c'est 90% du job qui est fait. Et quelqu'un qui est super bon techniquement, etc., qui va me sortir ça, mais qui n'a pas envie de venir dans le projet, on s'est planté dans le recrutement. Je vais juste compléter sur l'engagement, mais qui est un autre sujet. Nous, en magasin, on a aussi beaucoup d'équipes qui sont à temps partiel. Et avant qu'on commence à se poser la question de est-ce que c'est un temps partiel vraiment choisi ou pas, le turnover sur ces populations-là était énorme. Alors aujourd'hui, il est à nouveau énorme, mais parce que depuis le Covid, il y a un désamour un peu du commerce, etc. Donc c'est pour d'autres raisons. Mais en tout cas, il y a 10 ans, on ne s'en occupait pas du tout. C'était... Finalement, on ne se posait pas la question. Si elles sont là à temps partiel, si elles ont signé, c'est que ça leur convient. Mais sans leur poser la question. Et puis en fait, assez rapidement, il y avait du turnover et beaucoup de turnover sur ces populations-là. Jusqu'à ce qu'en recrutement, on se mette un truc dans la tête qui était à l'entretien, on valide que si c'est un temps partiel, c'est un temps partiel choisi. Parce qu'elle a envie de son mercredi pour ses enfants, parce que financièrement, elle peut, parce que son conjoint travaille et que ça lui va bien comme ça, etc. Si pas, ça ne sert à rien. Voilà. À la fin, le désengagement va arriver très vite, parce que c'est plus un choix. Et voilà. Donc ça, c'était un vrai sujet. Il y a eu un vrai changement dans le turnover derrière avec ça. Ok, donc effectivement, il y a ce travail autour du recrutement, là on en a pas mal parlé, et après il y a un travail de continuité derrière, hein, une fois qu'il est recruté, qu'est-ce qu'on met en place, quelles sont les personnes qui sont responsables. Donc Sylvain, tu as commencé à en parler, il y a aussi le côté
management derrière un peu, qui vient accompagner les collaborateurs? Alors j'essaie de faire ça très simplement en disant, moi je te donne du temps. Par exemple, mon codir, là je leur ai dit, maintenant toutes les semaines, je vous consacre 1 heure. Toutes les semaines. Et ils vont me poser toutes les questions que vous voulez et on avance. Et donc de juste leur donner, ok, tu es un élément important de l'entreprise, donc pour ça, 1, je te remercie, et 2, je te donne du temps. Parce que globalement, on court tous après le temps. Le temps, c'est ce qui est le plus sacré. Et bien, donner du temps, aujourd'hui, pour moi, c'est un des leviers de management. Dire, ok, regarde, t'es pas tout seul. Parce qu'on parle de la solitude du chef d'entreprise, mais la solitude du collaborateur, à tout le niveau. Et comment je vais résoudre ça? Comment? Eh bien, vas-y, on en parle. Et il n'y a pas de tabou. Et toutes les questions, on y va. Et on y va ensemble. Et globalement, alors là, ça y est, j'ai commencé, donc avec mon codir. Et il y en a un qui m'a dit, mais pourquoi? ça te paraît con, hein? Pourquoi tu passes du temps avec moi? Parce que je veux te donner de l'importance, parce que je veux t'aider, parce que je veux t'accompagner. Et en fait, mais les personnes demandent ça. Ils en ont besoin. Justement, le temps du manager, les managers sont sous tension, surtout depuis le milieu du Covid, où on leur demandait de à la fois faire ce qu'ils avaient à faire et ensuite s'occuper de toutes leurs équipes, mais à la puissance 10. Et il est important que justement le manager il a le temps de manager. Mais manager, c'est quoi? C'est observer, c'est écouter. Et tous les gestes de management, il y a certaines personnes qui disent tiens, c'est du nice to have, la confiance, l'écoute et l'intégration, etc. En fait, tous ces gestes, ils ont une finalité opérationnelle très importante. L'intégration, c'est pour qu'on comprenne l'entreprise, mais c'est aussi pour qu'on ait un réseau. Et quand on a un réseau, on peut se faire aider par les uns les autres quand le chef n'est pas là. La confiance, c'est pas juste parce que c'est plus sympathique, c'est parce que quand on se sent en confiance, ça veut dire qu'on croit profondément qu'on va y arriver ensemble. Et je sais que quand on pose une question, et si je donne une vraie réponse, je suis en sécurité psychologique. Et pour le manager, ça permet de savoir ce qui se passe réellement. Et quand il dit, alors j'ai l'impression que c'était un peu dur l'autre jour, que le collaborateur il va lui dire oui, voilà ce que c'est le problème, et on le résout ensemble. Ça permet de travailler vite et bien. Et le feedback, c'est la même chose, c'est de garder l'activité sur les rails. Donc, toutes ces différentes choses, c'est comme la reconnaissance. La reconnaissance, c'est du feedback positif, mais ça sert à quoi? C'est pas juste pour faire plaisir, c'est pour reproduire les comportements qui mènent à la réussite. Donc toute cette zone de temps, d'écoute et d'observation est hyper important, mais il faut que les managers aient l'espace pour le faire. D'ailleurs, tu parles d'intégration. Nous, on travaille l'intégration même avant, parce que l'intégration, c'est pas au premier jour où le collaborateur arrive. Voilà. Et il y a toute une zone de pré-boarding finalement qui est hyper importante à travailler, parce que l'engagement du collaborateur, il commence dès ce moment-là. C'est-à-dire qu'entre le moment du recrutement et le moment où le collaborateur arrive, potentiellement, il y a entre 2 et 3 mois. Souvent, si la personne, elle quitte son emploi, etc. S'il ne se passe rien pendant cette période-là, effectivement, il arrive le premier jour et on démarre de zéro en fait pour démarrer et pour engager le collaborateur à lui partager la culture d'entreprise, les valeurs, commencer à lui faire rencontrer des gens, etc. Quand on travaille cette période-là finalement de pré-boarding, avec aucune obligation évidemment pour le futur collaborateur qui n'est pas encore un collaborateur de répondre ou de s'intégrer, néanmoins de lui donner déjà l'accès à des comptes e-learning par exemple, s'il a envie de commencer à se nourrir de choses qui se passent dans l'entreprise, c'est se dire tiens, si sur cette période-là il y a un événement d'entreprise, une convention ou une soirée particulière, une soirée d'équipe par exemple, de dire tiens, on lui propose, il vient pas, encore une fois c'est son choix. Néanmoins, sur cette partie-là, on est déjà dans des actions qu'on peut faire pour déjà en fait l'intégrer et l'engager beaucoup plus vite quand il arrive. Il y a déjà quelque chose, il y a déjà une envie, on parlait d'envie tout à l'heure, hein, engagement égale envie, mais donc il y a déjà cette envie-là de travailler sur le pré-boarding. Et je viens en complément, il y a un truc que je fais maintenant, dès que je recrute essentiellement des cadres ou cadres dirigeants, à la fin de l'entretien, donc déjà entretien vous avez compris assez atypique, et à la fin je dis ok, super, on a passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus,
vous pouvez me faire une petite synthèse de ce qu'on s'est dit et de comment vous vous projetez dans votre job. Et bien ça, à un moment, on reçoit des courriers, mais qui sont... Mais la personne, on voit qu'elle est faite pour ça. La personne nous dit, ben voilà, ça, ce que vous m'avez décrit, c'est mon kiff, je vais faire ça, 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 et dès que j'arrive, je fais ça, ça, ça. C'est bon, ben, tu vois, vas-y, prends les clés et fais, quoi. Cette notion, ça, moi, j'avais vu une fois, et je trouve que cette notion-là, elle est hyper importante. La personne se pose, parce que, bon, on sort tous d'un entretien, super, c'est le meilleur entretien que j'ai passé de ma vie. Voilà, c'est classique. Et le soufflet retombe. Et bien là, de dire, ok, ben maintenant, je te laisse 48 heures, je te laisse 72 heures, vas-y, écris, et pose les choses. Et bien, il y a vraiment des gens qui se révèlent à ce moment-là. Et l'entretien a bien passé ou pas. Hein. Et même, je l'ai fait une fois pour une jeune, 25 ans, elle m'a scotché. Et les gens se révèlent à ce moment-là. Et en fait, ils s'imaginent et ils se disent, ok, cette boîte-là, le projet qui m'a été vendu, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et à l'opposé, il y a des gens qui, non, bah, j'irai même pas plus loin. Ok, bah, tant mieux. Bah, et surtout, perds pas de temps à faire le document parce que j'ai pas de temps à perdre non plus. Et c'est tellement important. Tellement important. Bah, ces petits retours post-entretien qui n'est pas juste le mot de remerciement, mais qui a un vrai objectif, c'est extrêmement révélateur si la personne met l'énergie dedans de le faire. Ça permet de voir si on est aligné sur ce qu'il a compris de l'expérience qu'on lui propose. Et tu utilises un mot que j'aime beaucoup qui est de kiffer. En fait, quand moi, j'étais recruteur chez L'Oréal pendant très longtemps avant de faire de l'écoute à grande échelle et dans les entretiens individuels, on posait la question beaucoup de quoi est-ce que tu es fier? Et on est dans cette zone émotionnelle des choses qui font kiffer. En général, quand je suis fière de quelque chose, c'est un accomplissement, c'est une responsabilité que j'ai prise, c'est un risque, un truc que j'ai réussi et quelque chose que je fais bien. Et avec ces petits résumés de fin d'entretien, les questions de quoi tu es fier, c'est un peu comme le test du dimanche soir. Ce sont des astuces qui permettent de, pas à pas, vérifier un peu l'alignement entre ce qui fait battre le cœur de la personne, un projet d'entreprise et la possibilité de faire du vrai chemin ensemble. Effectivement, du coup, ça se constate avec ces entretiens où vous êtes tout de suite informé si la personne va fitter avec les valeurs. Et on s'est parlé un petit peu de management aussi. Justement, comment chez Steeple on accompagne les managers pour incarner ces valeurs? Très souvent, on ne les a pas accompagnés. Ça, c'était la première partie. Et pour vous redire un petit peu, nous, ce qu'on a traversé, c'est que sur les 18 derniers mois, il y a eu 80% des managers qui ont été changés. Parce qu'effectivement, l'inadéquation avec les valeurs, si ça ne va pas pour un collaborateur, c'est exacerbé pour un manager. Donc, effectivement, il y a eu plein d'erreurs qui ont été effectuées dans le choix. Tu en parlais aussi, Sylvain, sur effectivement un expert ne fait pas un bon manager sur ces choses-là. Et puis, je pense surtout dans l'accompagnement. Et alors, on dit nouveau métier, pas de nouveau métier, moi j'en sais rien, mais par contre, ça demande, ce qui est peut-être le plus compliqué quand on est manager, et surtout quand on est un manager qui était avant collègue, ça demande du courage d'être manager. Et le courage managérial, ça c'est quelque chose qui est très très dur. Et encore une fois, notamment pour ceux avec qui on buvait des bières la veille, ou en tout cas on s'entendait bien, le lendemain dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, très très compliqué. Et donc, là, il y a quelque chose qu'on essaye de mettre en place, c'est d'expliquer au manager, une fois qu'il est nommé manager, que maintenant, son équipe, c'est plus son équipe. Je m'explique. Dès lors où vous êtes manager, votre équipe, ça devient l'équipe des managers. Parce que, évidemment, vous avez l'équipe que vous managez, mais en cas de coup dur, ce n'est pas vers eux qu'il faut aller. Vos équipes, elles peuvent changer. Par contre, la stabilité, les personnes vers qui vous devez vous tourner quand vous avez des coups de moins bien, quand vous avez des décisions difficiles à prendre, ça doit être les autres managers ou la direction. Et ça veut dire que ça s'anime, c'est des moments d'échange, c'est des réunions, c'est des team building, mais il faut vraiment que quand ils vous disent c'est quoi ton équipe, c'est les managers. Et ça, c'est pas évident.
Sur le management, moi, ce que je vais compléter, mais un peu avec un pas de côté, on va dire, c'est que quand vous avez une mission autour de l'engagement collaborateur, il y a différents métiers, il n'y a pas un métier qui s'occupe de l'engagement collaborateur dans une entreprise, hein, c'est un collectif, on va dire, qui travaille sur le sujet, mais quand vous avez ça au cœur de votre mission, vous avez une mission aussi de manager, mais de manager de votre codir, en fait. Et de manager le DG aussi, du coup, parce que il n'y a rien de plus destructeur finalement qu'une entreprise qui a une vraie culture d'entreprise, des valeurs, etc. Et finalement avec un comité de direction ou un directeur général qui est à côté de la plaque par rapport à ça. Et ça peut arriver. Des fois on ne se rend pas forcément compte. Alors soit c'est vraiment complètement à côté de la plaque et là il y a un vrai sujet. Sinon on peut déraper, on ne pas se rendre compte de certaines choses, etc. Mais en fait, il faut qu'il y ait des garde-fous et il faut aussi qu'il y ait des personnes qui aiment le drapeau et qui puissent aller voir ces gens-là, qui osent leur dire aussi. Et puis voilà, parce que, encore une fois, il n'y a rien de plus destructeur que s'il y a un manque d'exemplarité au niveau du comité de direction et du directeur général. Donc, faut oser, il faut y aller, il faut manager son manager. Alors ça, c'est possible quand le DG est à l'écoute. C'est vrai. Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, moi, tous les CODIR ou COMEX que j'ai dirigés, après chaque CODIR, après chaque COMEX, on finit au resto. Parce qu'on a beau s'engueuler. Non, quand même, il y a du monde dans la salle. Je ne dirai pas tout. On a beau s'engueuler, on a beau ne pas être d'accord, on a beau aller dans des chemins globalement dans le même sens, mais avec des chemins différents, et on a beau à un moment ne pas être en phase sur une stratégie, sur un bilan, sur tout ce qu'on veut, et il y a des moments, bah oui, il y a des séances qui se passent pas forcément super bien, parce que bah, on est tous engagés, et on défend tous notre intérêt. À un moment, on a une équipe. Et donc, moi, c'est ma façon de dire, ok, eh ben, on va faire le matin, de 8h à midi, après, on va tous ensemble. Et on sort de là. On était une équipe en arrivant, on est une équipe en sortant. Et ça, à un moment, c'est hyper important. Je rebondis sur ce que tu disais avant, où on va boire une bière la veille. Dans mon job précédent, j'ai embauché un ami. Une amie que je considérais proche à une époque. Je crée un poste pour lui. Au bout de 6 mois, je suis obligé de le licencier parce que ça ne marche pas du tout. J'ai perdu un ami. Et j'ai un collaborateur qui vient me voir, qui me dit « Mais Sylvain, pourquoi tu as viré ton ami ?» Je dis « J'ai pas viré un ami. Je me suis séparé d'un collaborateur parce que ça ne marche pas au bout de 6 mois. Donc, je ne suis pas ami. Je suis DG à ce moment-là. » « Ah, mais tu as perdu un ami ?» « Ouais. J'ai fait mon job. J'ai été DG. Limite, l'erreur que j'ai fait, c'est peut-être d'avoir embauché un ami. Et à un moment, on ne peut pas faire... Et le courage managérial, oui, ça passe par là. Mais si j'embauche que des amis, on va passer des super soirées. J'ai pas de doute là-dessus. Demain, l'entreprise, elle devient quoi? Demain, ma légitimité, elle devient quoi? Ça veut dire, ah ben non, c'est un ami, donc lui, je touche pas. Non. Le manager, première fonction pour avoir de l'engagement, c'est l'exemplarité. Si on est exemplaire, les autres personnes vont le suivre. Si on n'est pas exemplaire, l'engagement, les gens vont dire, mais pourquoi m'engager avec lui? Ça sert à rien, de toute façon, lui, il choisit, ok, lui, il est bien, ok, lui, il va être... Bah non. Alors c'est dur par moment. Ça fait partie du job. En plus de l'exemplarité, la motivation, etc., les managers jouent un rôle très important dans la communication interne. Qu'est-ce qu'ils ont des choses à faire, les managers? Ils jouent un rôle, c'est le couloir de transmission justement entre la direction et l'exécution. Et ils ont besoin d'être équipés pour faire cela, soit parce qu'ils doivent traduire des décisions qui sont prises, parfois ils ont des messages qui sont un peu difficiles à faire passer, il faut qu'ils entendent des questionnements, ils répondent. Et il est important de se poser la question, est-ce que mes managers, justement, ce couloir de transmission, ils se sentent confiants pour jouer ce rôle? Est-ce qu'ils sont équipés? Parfois, il faut formaliser les messages pour eux. Chez Choose My Company, on fait un grand baromètre tous les ans. Et en 2024, il y a pratiquement 114 000 salariés, plus de 800 entreprises qui ont répondu à notre questionnaire.
Il y a deux choses qui sont intéressantes. Le premier, c'est qu'il y a moins qu'un salarié sur deux en France qui comprend comment les décisions sont prises dans son entreprise. Alors les managers, ils nous disent face à ça, mais en fait j'ai besoin qu'on me prémâche le travail. Les collaborateurs disent que depuis le Covid, il y a tellement de canaux de communication, j'ai besoin de juste un one-stop shop, un endroit où on va m'expliquer, on va répondre à mes questions et ça va être clair. Et une autre score qu'on regarde, c'est l'adhésion au projet d'entreprise. Et ça, c'est est-ce que c'est clair où va le bateau. Et il y a à peu près 63% des collaborateurs qui disent ils se sentent en accord avec le projet d'entreprise. Donc, c'est l'activité business, la stratégie et la culture, ce triptyque-là. Et c'est une note qui a chuté 8 points en un an. Et donc, c'est ça un peu notre acid test, notre baromètre de la santé de ce courroie de transmission entre justement ces décisions de la direction, que les managers soient bien à leur place et que tous les étages de la fusée sont informés. Ça, c'est intéressant, hein. Effectivement, on voit qu'on a une bonne marge de manœuvre et c'est l'occasion de s'y mettre. Alors, on a parlé des managers, on a aussi évoqué le fait que justement, l'évolution vers le manager ne devait pas être une obligation, donc finalement, c'est pas la seule manière de garder un collaborateur engagé. Comment, alors, on peut accompagner un collaborateur au fil de son parcours? On sait qu'il reste plus forcément ou beaucoup moins 30 ans aujourd'hui au travail. Donc comment on accompagne un peu leur parcours, comment on les restimule, comment on recrée de l'engagement aujourd'hui chez Tapalog? Je rebondis juste, nous on a fait quelque chose pour essayer de faire en sorte d'enlever aux managers cette charge-là et ce poids-là, c'est finalement on communique de manière très transparente de la même manière à tout le monde. Voilà, comme ça tout le monde sait la même chose et on enlève un poids aux managers. Pour répondre, du coup, pour repartir sur le sujet et répondre à ta question, c'est beaucoup travailler finalement le parcours collaborateur et sa gestion de carrière finalement, qui va faire en sorte qu'on continue l'engagement. C'est effectivement tous les ans se poser la question, est-ce qu'il est bien à l'endroit où il est? Est-ce qu'il a envie d'autre chose, que ce soit dans son métier, est-ce qu'il a envie d'évoluer ou sur un autre métier? Et c'est aussi d'ouvrir énormément à des projets transverses finalement, pour ne pas rester plus de 2 ou 3 ans dans le même métier, exactement le même métier en fait. On se rend compte avec en tout cas les retours qu'on a chez nous, quand on arrive à 3 ans dans le même métier, les mêmes missions, même manager, et pas forcément de projets un peu annexes, transverses. Chez nous, il y a des comités de pilotage sur le RSE, donc il y a quelqu'un de la compta qui est dedans. On a un comité de pilotage pour notre fondation d'entreprise. Il y a des gens de tous services confondus. Quand on fait un événement d'entreprise, un gros événement d'entreprise, je pilote le projet évidemment, mais je me fais accompagner de 4 autres personnes qui changent tous les ans, de métiers différents, qui ont envie cette année-là de se dire « Ah tiens, cette année, j'ai envie d'être contributeur dans le fait de contribuer à un événement d'entreprise. » Donc voilà, c'est toutes ces choses-là en disant 3 ans dans la même chose, c'est le max. Après, il y a l'ennui qui s'installe, ou le confort qui s'installe, on va dire, et sortir de sa zone de confort, ça demande un effort. Néanmoins, c'est ça qui fait grandir, et c'est de continuer toujours à être autour du faire grandir ses collaborateurs, d'avoir en tête que l'entreprise, elle est là aussi pour l'aider à travailler son employabilité. Alors, c'est bizarre de dire ça, parce qu'en même temps, on se dit, mais on parle de fidélisation, en même temps, on n'a pas forcément envie qu'il aille ailleurs, mais en fait, il faut faire ça, en fait. C'est ça qu'il faut faire, parce que c'est de travailler ses formations, son employabilité, qui va continuer à se sentir engagé. Oui, peut-être qu'un jour, du coup, il va y faire bénéficier ça à une autre entreprise, mais c'est que l'histoire devait être écrite comme ça, en fait. Pardon, tu voulais rebondir? Oui, il y a juste un outil qui est juste formidable, c'est l'entretien individuel. C'est ce moment privilégié entre un manager et un salarié, où on peut parler d'avenir, on peut tout échanger. Et un entretien doit avoir 0 tabou. Et la personne qui me dit, bah, attends, là j'ai fait le tour et donc j'ai envie de voir autre chose. Ok, mais c'est légitime. Et voilà, et je trouve que ce moment d'entretien individuel, c'est un truc qui est tellement important et on se dit tellement de choses. Alors soit on se dit, bah oui, je dois juste remplir une grille, ok, on remplit la grille, mais on passe à côté de quelque chose. C'est tellement important. Donc accompagner la mobilité, accompagner l'évolution. Ah, tu veux rebondir, Baptiste? Parce que
des fois, presque à l'entretien, c'est presque déjà trop tard. Et c'est vrai que... Ça arrive aussi. Et moi, je rebondis aussi sur ces parcours de carrière. Et il y a un sujet qui est la mobilité interne, que tu as souligné. Et je rencontre tellement de dirigeants, moins modernes que toi aussi, qui me disent « Mais attends, mais arrête avec ta mobilité. Moi, j'ai déjà des problèmes assez forts en turnover. Je ne vais pas m'en rajouter avec des gens qui vont postuler à des trucs et je vais devoir leur dire... » Enfin, je lui dis « Mais il va se barrer. Il va se barrer de toute manière. » Et donc, en l'espace de 2 minutes de conversation, il me dit, bah, en fait, il suffirait d'ouvrir le poste en interne. S'il y a quelqu'un qui le prend, bah, ça ne fait toujours qu'un seul poste à recruter, et j'ai fidélisé quelqu'un peut-être pour un nouveau cycle. Et c'est tout con. Mais il faut prendre le sujet à bras-le-corps, il faut se dire comment on communique les offres, comment on est capable de le faire aussi en étant capable d'accompagner le collaborateur, parce que c'est presque un nouvel onboarding qu'il faut effectuer. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours des gens en disant oh, les jeunes, ils veulent changer de job, mais ils veulent changer de job, pas d'entreprise, forcément. Et aussi, comment on accompagne les managers à prendre conscience qu'ils ne sont pas propriétaires de leur équipe. Oui, ça c'est... Ouais, excellent. Je suis désolée, je vais devoir vous quitter. J'allais prendre un train. Mais le sujet de la mobilité, en fait, ouvre un sujet encore plus large, qui est le fait que l'être humain, en fait, il aime grandir, il aime le mouvement. Et au-delà de la mobilité en soi, il y a le fait d'apprendre. Et je vous laisse avec un dernier petit fait qui sort des études. Alors, on a demandé aux collaborateurs dans notre étude s'ils trouvaient du sens à leur activité. Et on a regardé la corrélation entre d'autres parties de leur expérience par rapport au fait de trouver du sens ou non. Et qu'est-ce que vous pensez est la chose qui fait qu'un collaborateur y trouve du sens? C'est une idée? C'est pas l'argent. C'est pas les produits. C'est le fait d'apprendre. En fait, finalement, c'est quelque chose de très individuel, mais c'est parce que j'apprends, c'est ça qui donne de la persévérance et de la résilience. C'est ça qui fait qu'il continue même quand c'est dur. Donc, je dois vous quitter, je vous laisse avec ça, mais je vais laisse avec cette notion-là. Et merci d'avoir partagé la table ronde avec moi. Merci. Et je suis sûre que ça va continuer avec plein d'autres astuces et apprentissages passionnants. Merci beaucoup, Célika. Merci. Ça va, personne d'autre, non. Je retiens personne. On en élimine un. C'est Koh-Lanta, en fait. Alors, en plus, c'est très bien parce que ça me fait une très très bonne transition. J'allais vous poser une question sur le sens. Puisque c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Alors, ça fait maintenant une semaine qu'on est en tournée, qu'on échange, et cette notion de sens revient. Comment on donne du sens aux collaborateurs chez Steeple ? Déjà, pourquoi donner du sens ? Spoiler alert, c'est un facteur d'engagement, je pense. Et nous, on l'a vu, c'est-à-dire que, encore une fois, avec cette croissance d'entreprise, le sens final avait disparu. Alors que pourtant, on aide des entreprises à rapprocher des collaborateurs terrain avec des collaborateurs dans les bureaux, on crée du lien, on réduit le fossé col bleu, col blanc, comme on dit, donc il y a beaucoup de sens dans ce qu'on fait. Et moi, j'étais toujours triste, finalement, quand j'ai constaté ça, parce qu'il y a une histoire que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'histoire du tailleur de pierre. Non ? Je vous raconte cette histoire. Donc c'est quelqu'un qui se promène sur un chemin, et puis le long du chemin, il voit quelqu'un tailler une pierre. Et il la taille, mais avec un engagement total, vraiment, il y va, mais on voit de la passion extra. Donc il ne peut pas ne pas s'arrêter, il saute le talus, il va le voir, il lui dit, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites avec autant de passion et d'engagement ? Il lui dit, je construis des cathédrales. Et ça, c'est vrai que c'est assez exceptionnel quand on arrive à donner ce sens aux collaborateurs. J'avais le souvenir aussi, pendant la période Covid, de la grande distribution, où du jour au lendemain, les hôtes et les hôtesses de caisse, les personnes en mise au rayon, ont compris qu'en fait, ils nourrissaient la France.
Et ça, c'est ce sens, on a tous des belles histoires, mais pas pour inventer des histoires, parce que c'est ce qu'on fait au jour le jour. Et la question, c'est comment on fait en sorte d'éviter que ce soit juste quelque chose de marqué sur les murs, mais que ce soit vraiment incarné, que ce soit suivi. Et donc nous, ayant perdu ça, on a utilisé quelque chose pour le retrouver qui s'appelle les OKR. Donc les OKR, c'est un outil où tous les trimestres, on va expliquer quels sont nos objectifs clés, avec des résultats clés qui vont nous permettre de mesurer qu'on a bien atteint cet objectif, qui vont nourrir l'objectif annuel, qui va nourrir l'objectif quinquennal, et qui va nourrir notre mission. Et donc, on pose chaque début du trimestre l'objectif, et après, il y a des ateliers avec l'ensemble des collaborateurs qui vont partir et se dire « Ok, moi, sur cet objectif, je pense que je pourrais faire ça comme ça. Moi, je pourrais faire ça. Moi, je pourrais faire ça. » Et en fait, il faut tout simplement s'imaginer qu'est-ce que c'est. C'est l'expression française qui dit « Les petits ruisseaux font des grandes rivières ». Et expliquer que tu fais une petite action qui te semble peut-être petite, mais parce qu'elle influe sur celui-là, sur celui-là et sur celui-là, ça vient participer à notre grand projet d'entreprise. Et c'est vrai, chacun a un sens dans son travail au jour le jour. Dans mon job précédent, j'allais voir l'intégralité du personnel tous les trimestres. Et je m'étais lancé un défi, c'est d'avoir la même slide pour le COMEX, pour le CSE et pour l'ensemble du personnel. Et je me disais, n'importe qui dans l'entreprise doit comprendre le même graphique, quel que soit son idée, quel que soit son niveau, quelle que soit son ancienneté, quel que soit son truc, et se dire, ok. Et donc je faisais une présentation pendant 20 minutes à peu près, et après je répondais à l'ensemble des questions. Non préparées à l'avance, tant qu'à faire, avec toujours quelques questions pièges qui arrivaient, et de leur dire, ok, si tu as un doute, si tu as une question, si tu as quoi que ce soit, eh ben vas-y, pose-la. Et je répondrai, et je n'ai pas le droit de joker, et je répondrai à toutes les questions. Eh ben c'est le meilleur moyen d'emmener les gens. Après, alors, ça c'est un bon exercice. Le problème c'est qu'à des moments, poser une question devant 50 personnes, même devant ses collègues, c'est quasiment impossible. Donc on avait pensé, avec une autre personne de l'entreprise, se dire, ok, eh ben maintenant on va le faire en petit comité. Et donc tous les mois, on prenait avec le président et le DRH, on voyait 8 personnes. Et on se faisait un déjeuner. Donc on allait dans une salle de réunion, on se faisait livrer des plateaux repas, et on parlait de tout et de rien. Globalement, en plus, au début, on prenait quand même les plus méritants, donc ils disaient, c'est cool, moi je peux aller déjeuner avec la direction. Donc on donne de l'importance aux gens. Et on répondait à toutes leurs questions, et en petit comité. Et là, ils se disent, ouais, de toute façon, on n'est que 10 dans la salle, donc globalement, je peux pas dire trop de conneries, donc je peux y aller. Les gens ressortaient de là, mais ils étaient motivés à fond. Et quand ils avaient certains doutes, en disant, bah là, attends, tu trouves pas qu'on est dépendant de tel client potentiellement, demain, on le perd, il se passe quoi? On répondait à toutes les questions. Très simplement. Les personnes sortaient de ce déjeuner, ils étaient motivés, mais à fond. L'engagement, mais ils sortaient de là. C'est que 8 sur 200. Et tous les mois, on a augmenté. C'est ce qu'on faisait aussi, nous on appelait ça des open talk. Et donc quand on sentait qu'il y avait un sujet qui potentiellement était un peu touchy, où il y avait beaucoup de questionnements, où il y avait un peu des bruits de couloir. Moi j'ai une partie de mon métier où je suis payée à aller boire des cafés, aller discuter avec les gens, comprendre ce qui se passe, etc. Et voilà, et quand je relevais qu'il y avait des notions comme ça qui pouvaient déraper, en tout cas juste par un manque de sens et de compréhension, on organisait des open talk effectivement sur un sujet posé, et on pouvait une quinzaine de personnes max, parce qu'après c'est un peu compliqué à gérer, mais après ça se fait le relais en fait, c'est ça qui est génial, et de venir et échanger librement du coup avec c'était souvent le DG au comité de direction si besoin pour avoir des réponses. Donc on a couvert effectivement là, un spectre assez large des leviers de l'engagement. Et alors concrètement, puisqu'on arrive sur la fin de cette table ronde et que tout le monde commence certainement à avoir soif, concrètement, parce que là on parle de café, de déjeuner, ça donne faim, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans vos entreprises, à chacun d'entre vous? Je racontais juste une anecdote qui s'est produite la semaine dernière, donc dans la nouvelle boîte dans laquelle je suis, où on est en grosse négo avec un gros client industriel qui s'appelle Schneider, que tout le monde connaît. Et
le commercial qui a un peu peur de mon arrivée, parce qu'il dit attends, ça fait des mois et des mois que je trie, mais toi tu vas te ramener et en gros, tu vas prendre tous les lauriers et merci Sylvain d'avoir tout fait, etc. Le client vient, je lui ai laissé tout l'entretien. J'ai dû parler, allez, 10 minutes, un quart d'heure sur toute la journée. J'ai quand même raccompagné le client en voiture pour l'emmener jusqu'à la gare. Et il m'appelle le lendemain, il me dit mais tu t'es pas imposé une seule fois? T'as rien dit? Je dis mais c'est toi qui as fait le boulot. C'était toi la star hier. Je lui ai laissé toute la place qu'il voulait. Mais le mec, il est super motivé. C'est lui qui a fait le job. Ça fait des mois et des mois qu'il travaille le client, etc. Il a préparé toute la négo, il a fait toute la remise commerciale, il a tout fait. Je ne vais pas me ramener et moi prendre les lauriers à la fin. Voilà. Comment obtenir l'engagement? Laisser le mérite aux gens. Moi, ça ne va rien changer. Hein. Le client, bien sûr qu'il signe avec l'entreprise. Mais là, je peux vous dire que moi, le commercial, et je lui dis, et là, du coup, on doit aller prochainement à Budapest voir la grande direction. Je dis, Sylvain, voilà, moi, j'y vais pas, c'est toi qui y vas. Je dis, mais pourquoi? Il fait, attends, là, on tape quand même sur du haut niveau. Moi, j'ai pas ma place là-dessus. Je dis, bon, t'as pas ta place parce que tu crois que la haute direction ne peut pas voir aussi l'engagement du commercial qui, tous les jours, va se battre pour que ça fonctionne. Je dis, mais si tu n'y vas pas, le client ne signera pas. Deuxième point. Lui, il est motivé pour 1 an. Hein. Il est reparti. Moi, j'ai envie de dire que l'engagement collaborateur, en fait, c'est au quotidien, c'est tout le temps. C'est tout le temps remis en question par le contexte, remis en question par des arrivées, par des départs, par des managers. Et donc, il n'y a pas de solution claire à un instant T parce qu'il y a autant de solutions, de façons de faire qu'il y a de situations dans les entreprises finalement. Et donc, c'est l'avoir tout le temps en tête et le travailler vraiment au quotidien en fait et jamais baisser la garde en se disant là en ce moment on est dans une période où il y a de l'engagement, c'est bien, passons à autre chose. Non, en fait, on ne peut jamais passer à autre chose en fait. Donc, pour moi, ça repose sur 2 choses. Il y a l'écoute collaborateur. Pour moi, c'est une des choses qui est les plus importantes quand on travaille sur l'engagement, parce que tout part de là. Tout part de comprendre finalement les besoins des collaborateurs, tout part de là. Et il y a plein de manières d'écouter, que ce soit en Open Talk, c'est une manière d'écouter, les labels ou Choose My Company, c'en est une autre, le manager en direct dans son équipe, c'en est une autre, des baromètres qu'on peut mettre en place, nous on fait des NPS aussi, on a copié sur le marketing du coup pour écouter, donc tout part de là, de l'écoute collaborateur, pour essayer de ne pas se rendre compte trop tard. Je disais à un moment, j'ai vu trop tard, et donc au plus on fait de l'écoute collaborateur, au plus on va déceler des signes en amont, et travailler sur la reconnaissance. Et moi, l'anecdote que je voudrais raconter autour de la reconnaissance, c'est donc dans le NPS, il y a une question autour de la reconnaissance. Et puis, cette note-là, elle baissait pas mal. Et donc, le comité de direction s'est dit il faut qu'on retravaille sur la rémunération, sur éventuellement les primes, les systèmes de primes, etc. Ils ont fait tout un travail dessus. Et puis, le NPS de 6 mois après et de 1 an d'après, la note sur la reconnaissance, toujours pas ouf, voire elle a baissé, quoi. Ils se sont dit, mais on a travaillé sur les salaires. Et donc, on avait changé de DG à ce moment-là, et mon nouveau DG, qui était dans l'entreprise, un produit tape à l'œil, me dit, il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettre en place des actions pour la reconnaissance. Et je dis, on va commencer en fait par écouter les collaborateurs, parce qu'en fait, moi, je sais ce que ça veut dire pour moi, la reconnaissance, ou comment j'ai envie d'être reconnue, mais finalement, pour le reste de l'entreprise, j'en sais rien, et si je commence pas par là, je vais me planter. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle chez nous l'ethno-marketing, qui est une manière d'écouter et qui est trait à aller chercher finalement les signaux faibles et les pépites de ce qui se dit, plutôt qu'avoir une liste de questions comme ça et d'aller rebondir et creuser. Ça permet d'avoir des choses super intéressantes. Et je me suis retrouvée avec une vingtaine de slides finalement de sujets divers et variés, de propositions à travailler, qui avaient un impact sur la reconnaissance. Et donc du coup, derrière, sur l'engagement collaborateur, ça a été une base de travail très importante. Sur l'impact, quand on écoute tous les témoignages aussi, l'impact de l'engagement, il se lie
au résultat du bilan. Enfin, et c'est d'ailleurs terrible de voir aussi peu de dirigeants d'entreprises qui prennent à bras-le-corps ce sujet. Moi, c'est vraiment une question, c'est pourquoi est-ce que dans plein d'entreprises traditionnelles ou moins traditionnelles, il y a des patrons, et même qui vous disent oh, moi, non, les collaborateurs, j'ai plus envie de les écouter, je m'en fous. Et en fait, il y a un sujet, c'est qu'un collaborateur qui est désengagé, potentiellement il peut être bruyant, et il peut faire beaucoup de bruit, et il peut y avoir une minorité bruyante qui fait plus de bruit qu'une majorité silencieuse. Et il en vient à un système de self-défense du dirigeant, de mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche en disant au moins, comme ça, j'entends pas, et ça me permet de me coucher un peu plus tôt, et d'éviter d'avoir du mal à m'endormir, et le matin, de me réveiller avec autre chose en tête, parce que, en fait, le désengagement, ça prend énormément d'énergie, et ça nous empêche de nous concentrer sur des sujets peut-être commerciaux qu'on a envie, je parle en tant que dirigeant, je ne vais pas parler en ton nom, mais moi je parle en mon nom, et en fait, se dire, ok, c'est bien beau la stratégie, c'est bien beau la croissance, mais si jamais on n'a pas réglé d'abord ce sujet d'engagement, on n'ira nulle part. Et donc ça demande du courage, ça demande de prendre des décisions, ça demande d'écouter les gens, et y compris quand ils n'ont pas des choses agréables à vous dire. Mais c'est ça finalement le métier de dirigeant. Du coup, je vais raconter une anecdote fortement désagréable, surtout pour ceux qui étaient dans la salle, où je me retrouve en séminaire de management d'une assez grosse ETI, où on est 20 directeurs de site. On est tous alignés, et à un moment, le président sort tous les bilans. Voilà, classiquement, bon bilan financier. Bon, Sylvain, t'es le seul de tout le groupe à avoir augmenté ta masse salariale. Pas terrible. Tu peux expliquer ? Un peu rebelle sur les bords. On dit, ouais, excusez-moi de croire encore à l'humain. Il y a eu un blanc dans la salle. Il y en a qui ont baissé la tête, il y en a qui m'ont regardé, Sylvain, ferme ta gueule parce qu'on va s'en prendre plein la tête. Je leur dis, ouais, moi je crois en mon équipe. Donc je suis content d'avoir augmenté parce que je crois en mon équipe. S'il y a d'autres questions. Il y a eu un gros blanc. Sans nos collaborateurs, on fait rien. Ah, il est super ce DG-là. Ouais, ok. Tout seul, moi je fais rien. Tout seul, je produis zéro. Collaborateur, qui va produire lui réellement, sans le commercial, il n'y aura jamais de commande. Sans le mec de la logistique, le client ne sera jamais livré. Sans la personne de la comptabilité, en plus, il ne sera pas payé. Sans le DRH, il n'aura pas son contrat. Sans le patron, il n'y aura pas de stratégie. Soit on est tous ensemble, soit on est tout seul dans son coin. Dans le bateau, en dehors du bateau. Tellement ça. Quelle belle façon de boucler la boucle. Et du coup, alors, merci déjà. Alors presque, on y est presque. On va quand même, donc déjà merci d'avoir répondu à toutes mes questions, mais c'était un peu de la triche, vous les aviez en avance. Alors maintenant, on va justement passer à quelques questions peut-être plus spontanées du public, si vous en avez. Alors on a le temps d'en prendre quelques-unes, mais on pourra aussi poursuivre les échanges plus individuellement par la suite autour d'un verre. Est-ce que quelqu'un parmi nous a une question à poser ? Et du coup, en quoi Stipple vous aide dans l'engagement de vos collaborateurs ? Alors, moi, je ne suis pas une cliente Stipple. Pas encore. On a déjà échangé. Nous, on a un outil de réseau social interne, dont là, depuis très longtemps. Pas la question. Il y a un sujet. On t'appelle. On l'a depuis très longtemps, on en a un depuis 2013, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est un outil qui nous a beaucoup aidés. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé dès le départ de ne pas mettre de modération. C'était un choix en se disant on veut que les collaborateurs puissent se sentir libres de s'exprimer aussi. On s'est dit on aura toute la liberté de faire marche arrière si on voit qu'il y a des choses qui dérapent, etc. On n'a jamais eu besoin de faire marche arrière.
Cet outil-là, c'est celui qui nous permet justement cette fameuse communication interne en cassant les barrières finalement et de pouvoir communiquer à tout le monde de la même manière sur des grands sujets. Et puis que les gens surtout puissent s'exprimer. Typiquement, moi, l'écoute que je peux faire aux services centraux, parce que je me balade, j'échange, je discute, je ne peux pas le faire de la même manière avec les équipes qui sont en magasin. Donc par contre, je vais tous les jours sur la communauté spécifique des magasins, parce que c'est une manière aussi pour moi d'aller percevoir des besoins, des choses qui manquent, des choses qui pourraient monter ou pas. Voilà, donc ça m'aide dans ce sens-là. Et pour répondre à votre question, il y a une trentaine de clients dans la salle qui étaient avec nous sur les ateliers tout à l'heure, avec qui on pourra échanger, mais je pense que Jean-Baptiste, tu peux en dire deux mots? Non mais Stipple répond à un objectif qui est... On pose souvent la question aussi aux dirigeants, c'est comment voulez-vous que vos collaborateurs soient engagés si vous ne les engagez pas? Et on voit beaucoup d'entreprises où eh bien, il y a des collaborateurs qui sont mis sur le côté, sous prétexte qu'ils travaillent avec leurs mains. Ils n'auraient pas le droit d'avoir accès à l'information. Bah oui, effectivement, ils n'ont pas d'email professionnel, mais il y a des solutions comme Stipple pour eux. Et ce n'est pas une fatalité quand ils nous disent ouais, ben, on est au courant de rien, ben, c'est un appel à l'aide et ils ont envie d'être engagés et nous, c'est avant tout à ça qu'on répond. Merci. Oui. J'ai entendu tout à l'heure, une culture ne se décrète pas, elle se constate par des faits, etc. Est-ce qu'il vous est arrivé en fait d'arriver dans un contexte, l'un ou l'autre, et de dire bah là il faut changer la culture, il y a une transformation opérée, etc. Est-ce que voilà, quelle est votre expérience? Elle doit évoluer, parce que le monde évolue, le monde du travail évolue, les collaborateurs évoluent, la jeune génération qui arrive dans le monde du travail, et voilà, donc la culture, il y a un socle, il y a des bases, il y a des valeurs, et puis après il y a des choses qui s'ajustent et qui se transforment un peu au fur et à mesure, mais sans jamais perdre finalement l'essence en fait qui en est. Mais oui, on ne peut pas rester bloqué sur quelque chose qu'on était il y a 20 ans et qui ne bougerait pas aujourd'hui. Donc je dirais plus qu'elle évolue en gardant son socle fort qui celui-là restera toujours. Situation de rupture ou de Ah, nécessité de... Ah, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Moi, je ne l'ai pas vécu pour l'instant. Mais ça pourrait arriver, tout à fait. Je pars d'un principe où quand les valeurs ou la culture d'entreprise, on est obligé de l'écrire sur les murs pour dire que tout le monde s'en accapare, c'est qu'il y a déjà un problème. Moi, c'est un constat, c'est si on est obligé de le mettre bien en gros dans l'entrée pour dire « T'as vu, monsieur le client, j'ai des belles valeurs dans mon entreprise. » Elles ne valent pas grand-chose pour moi. Dans l'entreprise, je suis arrivé, il y avait, alors je ne vais pas dire un désengagement, l'engagement était là. Mais ce que je disais tout à l'heure sur la responsabilisation. Les gens disaient, ah non mais ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Ou deux personnes, je les voyais individuellement, les personnes faisaient exactement le même job. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, alors c'est pas une culture, mais à un moment de se dire, ok, maintenant la récréation est finie, tu as ton périmètre, et je mets surtout pas les gens dans des cadres, au contraire, je fais un peu exploser les cadres. Et maintenant, tu fonces dedans. Et tu y vas. Ah, mais c'était pas comme ça avant. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Si ça marchait si bien avant, je serais pas venu. Donc justement, bah ouais, faut changer des choses. Ok. Et t'as d'autres idées? Ouais, j'ai des personnes qui sont postées, viennent me voir en me disant ah, mais là, vu que le vendredi est férié, on va récupérer nos heures pour finir plus tôt le jeudi. Non. Les règles sont celles-là. Maintenant, et en plus, c'était une règle que j'ai instaurée il y a 10 ans. J'ai dit, ok, mais vous n'êtes pas d'accord. Les règles sont faites pour être changées. Vous vous réunissez tous au niveau de l'atelier, vous vous mettez tous d'accord, et vous venez me voir en me disant, c'est bien, là, on est tous d'accord, on change ça, et on est tous gagnants. Et bien, je vous change le truc tout de suite. Amenez-moi des idées qui sont encore meilleures, et on les change immédiatement. Et en plus, c'est bien, parce que ce sera votre idée. Moi, je te rejoins sur le sujet, c'est-à-dire que quand je témoigne, moi j'ai l'impression d'avoir racheté une entreprise il y a un an. Alors on va me dire, mais où t'étais Et c'est un peu comme un cuisinier qui doit faire toute la cuisine et faire la salle en même temps, c'est que j'étais à un endroit mais j'étais pas à un autre. Et en fait, la culture, il y a des choses je te rejoins, il y a des trucs qui font saigner les oreilles. Ça c'est pas sur ma fiche de poste. Et finalement, le collaborateur était devenu plus important que le client dans l'entreprise.
Et ça, c'est pas une culture qui est acceptable pour une entreprise qui a envie de grandir, qui a envie de devenir leader mondial comme on a envie, qui a envie de s'internationaliser. Donc il y a un moment, et après j'ai dit aux collaborateurs, je dis excuse-moi, on t'a sûrement présenté d'une manière le projet, et c'est pas celui-là, c'est pas cette culture-là. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Là, il y a 40% de nos effectifs qui ont dit non, moi ça me va pas, j'étais pas venu là pour ça. Donc oui, on a eu un turnover de 40% sur les 18 derniers mois. Mais c'est pas grave, parce que le plus grave, c'est peut-être ceux qui restent en se disant non, mais je m'accroche à une culture où je n'arrive pas à être épanoui. Parce que on se dit se sentir comme un poisson dans l'eau. Oui, mais si on n'aime pas l'eau, on est emmerdé quand même. Donc tout le monde, c'est comme les pays. Voilà, on adore. Il y a des pays où on adore, on a envie d'habiter. Il y en a d'autres où on se dirait jamais de la vie j'y vivrai. C'est un échange entre le collaborateur et l'entreprise. Et je vais juste rebondir et donner un exemple de la manière dont ça peut évoluer. Typiquement, aujourd'hui, c'est plutôt dans notre culture d'entreprise, tout ce qui touche à la RSE. Voilà, on fait beaucoup de choses autour de ça et c'est devenu quelque chose aujourd'hui où les collaborateurs, tous dans leur métier, se posent des questions. Il y a le filtre de la RSE qui passe. Ça ne faisait pas du tout partie de la culture d'entreprise il y a 15 ans. Voilà, et donc le monde change, les besoins changent, un DG qui arrive et qui a envie de ça et qui embarque finalement ses équipes. Aujourd'hui, on commence à le percevoir dans l'entreprise, à sentir que c'est quelque chose d'ancré et qu'on se définit tous avec ça dans notre culture d'entreprise. Mais ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Oui, j'avais une autre question et après... J'en ai deux. J'en ai une en rebondissant sur les propos de Jérémy, qui n'est autre qu'un de mes collègues, pour Madame, sur la structure tape à l'œil. Vous avez dit tout à l'heure, en répondant à Jérémy, vous avez parlé de la culture d'entreprise, mais vous avez aussi précisé que vous allez changer de DG. Est-ce que ça a marqué le changement de votre culture d'entreprise avec son arrivée ou pas ? Alors, j'en ai vécu deux. Donc, en 2018, pas vraiment, puisque c'est quelqu'un qui était dans l'entreprise depuis déjà 15 ans, qui avait été directeur du réseau des magasins et puis directeur des achats. Et puis, quand le premier DG que j'ai connu a quitté l'entreprise, c'est lui qui a été nommé. Donc, c'était quelqu'un de l'interne que les gens connaissaient et qui finalement rassurait aussi par son côté faire perdurer les valeurs, la culture d'entreprise, etc. Et donc, alors, il y a des choses qui ont changé dans l'entreprise, évidemment, parce que c'était quand même des personnages complètement différents, mais en fait, finalement, le fond, ça n'a pas changé. Et on vient d'en revivre un cet été. Et là, le contexte est différent, puisque c'est quelqu'un qui vient complètement de l'extérieur, qu'on ne connaît pas, et qui vient avec son histoire, son bagage, son prisme, avec la mission que lui ont donnée les actionnaires aussi. Hein. On est tous dans le retail, dans des périodes de ce qu'on appelle de retournement, parce que le contexte est pas simple. Là, ça bouscule beaucoup plus. Et donc, voilà. Donc là, il y a le sujet, l'accompagnement, l'écoute en ce moment est encore plus important que ça ne peut l'être à un autre moment parce que on sait que ça peut être un risque. En fait, pas lié forcément à la personne, c'est pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle ait les bonnes valeurs, pas les bonnes valeurs. C'est la peur, en fait. C'est la peur qui peut créer un risque, en fait, derrière... de désengagement typiquement. Voilà. Donc il faut prendre le temps. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une suite et donc un changement de la culture profonde de l'entreprise suite à cette dernière arrivée de DG ? Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer dans le sens où c'est trop tôt par rapport à ce que lui a envie d'insuffler. Ce en quoi j'ai confiance, c'est la volonté des collaborateurs de garder certaines choses et de ne pas perdre qui on est. J'en entends tellement qui viennent me dire justement faire attention, il ne faut pas perdre qui on est, il ne faut pas perdre notre côté complètement barré, faut pas... Voilà, donc il y a une volonté chez le collaborateur. Maintenant, oui, une entreprise, à un moment donné, un dirigeant, des actionnaires peut arriver en disant nous c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà. Et on se retrouvera dans une situation avec des gens qui auront envie ou pas de s'adapter. Et des gens qui n'auront pas envie de s'adapter. Mais ça peut arriver. Okay, merci. Je reviens sur ma question initiale. Cette fois-ci, elle était pour toi, Sylvain, s'il te plaît.
Tu as dit un truc intéressant tout en début de conférence quand tu disais j'ai responsabilisé mes collaborateurs. Donc c'est pas de la délégation que tu as donnée, c'est la carte blanche, tu l'as dit, carte blanche. Est-ce que tu as pu mesurer, alors je comprends que c'est récent ton arrivée dans l'entreprise, est-ce que tu as pu mesurer des résultats tant quantitatifs que qualitatifs suite à ça, suite à cette prise d'initiative de ta part? Mesurer, non. Je sens l'engagement supérieur, je sens la volonté d'avancer, je sens l'envie. Mesurer, ça fait un mois, donc non, je ne peux pas, même s'il y a des petites actions concrètes qui sont déjà là, etc. On est plus dans le fait de rassurer, le fait de donner envie, le fait d'avancer. Les effets, je les verrai dans 3 mois, dans 6 mois. Là, pour l'instant, non, concrètement, je ne peux pas. Le distinguo entre délégation et responsabilisation. C'est ce que je viens exactement d'entendre. Assumer les conséquences. C'est clairement différent. Moi, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont hyper motivées, qui ont envie d'avancer, qui n'ont juste pas les épaules pour assumer une erreur qui n'est même pas une erreur. Et on en parle souvent dans l'innovation. On dit, on tue l'innovation dans telle ou telle structure. Laissons les gens avancer. Et en disant, ok, fais ce que tu veux, il y a quand même un petit peu de guillemets là-dessus, mais tu n'auras pas à supporter les conséquences d'erreurs, pas de faute, d'erreurs. On ne peut pas dire à quelqu'un, ok, tu as fait une erreur, tiens, bah vas-y, débrouille-toi, t'assumes. On le cloue. La personne, il ne faudra pas lui demander le lendemain de reprendre une initiative. Si dès que la personne prend une initiative, on le casse derrière, c'est mort. Après, ouais, il faut assumer des conneries qui ne sont pas les siennes. Ça tombe bien, un DG est fait pour ça. Il est fait pour assumer des conneries que lui n'aura pas fait. Et du coup, une de tes valeurs pourrait être le droit à l'erreur dans l'entreprise. Mais je suis le premier, je me suis déjà planté. Je me suis déjà planté plus d'une fois. Et je suis convaincu d'une chose. Je me planterai encore. C'est tout. Je vois qu'on a encore plein de choses à se dire, mais ce que je vous propose, c'est qu'on aille poursuivre l'échange à côté. Je vous prie de remercier nos intervenants de ce soir et on transmettra à